Donc après les plus de 350 drones que l'Ukraine a envoyés à la Russie a répondu la nuit d'après, juste après, et voilà les images qu'il montre maintenant. Nous devons tout faire pour parvenir à un cessez-le-feu. Et la partie russe doit cesser de se dérober aux décisions. Parce que c'est lui qui demande des pourparlers avec la Russie, mais après avoir envoyé quelques drones. Si ce n'est pas le plan, c'est quoi? Honnêtement, si ce n'est pas pour pouvoir bavarder devant les caméras, pour dire que, mais regardez, on a fait une nouvelle demande. Mais bien sûr. L'Ukraine sous un feu d'une intensité rare. Odessa a été particulièrement touchée la nuit dernière. Zelensky n'a pas le droit constitutionnel ou politique de négocier directement avec la Russie, surtout depuis le décret interdisant les négociations tant que Poutine est au pouvoir en Russie. Zelensky sait que la Russie ne va jamais répondre favorablement à ses appels. Jamais. Mais ça lui permet de dépeindre une figure de Poutine comme étant un dictateur fermé au dialogue, un sanguinaire qui veut poursuivre les massacres, et ce sera grandement relayé dans les médias. Globalement, vous devez comprendre ça comme étant un jeu de narration. Nous, on veut la paix, mais lui, il veut la guerre. Poutine continue de rappeler que ça ne sert à rien des discussions tant qu'on ne va pas aux causes profondes réelles du conflit. D'abord, ils ont livré des armes à Ben Laden. Ensuite, ils l'ont assassiné. D'abord, ils ont livré des armes à Saddam Hussein. Ensuite, ils l'ont assassiné. Et Zelensky, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Les gens n'apprennent pas les leçons sur l'impérialisme. L'impérialisme, ses amis, ses alliés. Allez consulter l'histoire et demander aux alliés des impérialistes comment ils ont fini. Mais Zelensky se moque de Poutine et du reste du monde en fait. C'est-à-dire, après avoir lancé une salve de drones à Moscou, maintenant il propose des pourparlers avec la Russie, sachant très bien que les pourparlers ne seront pas validés, puisqu'il a envoyé une salve de drones. En fait, il est en train de se moquer du monde, même pas seulement de Poutine, il se moque du monde. On va aller du côté de l'Ukraine. 379 drones et missiles russes abattus en une seule nuit. L'Ukraine sous un feu d'une intensité rare. Odessa a été particulièrement touchée la nuit dernière. Et ce soir, Volodymyr Zelensky réagit et parle de pourparlers. On va l'entendre. Merci Henri Guénaud, merci John Lowe d'avoir été parmi nous. Écoutons les mots de Volodymyr Zelensky ce soir. Le secrétaire du Conseil de défense, Roustem Umerov, a également indiqué qu'il avait proposé à la partie russe d'organiser une réunion la semaine prochaine. La dynamique de négociation doit être renforcée. Nous devons tout faire pour parvenir à un cessez-le-feu. Et la partie russe doit cesser de se dérober aux décisions. L'échange de prisonniers, le retour des enfants, la fin des tueries et une rencontre au niveau des dirigeants sont nécessaires pour que la paix dure vraiment. L'Ukraine est prête pour une telle rencontre. L'Ukraine est prête pour une telle rencontre ou l'Ukraine n'a pas le choix d'une telle rencontre. Déjà, il faut utiliser le bon mot. Et ensuite, comme je disais, c'est terrible. Parce que c'est lui qui demande des pourparlers avec la Russie, mais après avoir envoyé quelques drones. Si ce n'est pas le plan, c'est quoi? Honnêtement, si ce n'est pas pour pouvoir bavarder devant les caméras, pour dire que, mais regardez, on a fait une nouvelle demande. Mais bien sûr, vous faites une nouvelle demande, mais avant, vous prenez quand même le temps de vous rassurer que la Russie, même par simple ego, va dire non. Bravo. Україна готова до такої зустрічі. Marc, ces mots, à quoi vont ressembler ces pourparlers? Est-ce qu'il peut y avoir des pourparlers à l'heure actuelle? Ça ne va ressembler à rien, il n'y aura aucun pourparler. Il n'y a rien, littéralement. D'ailleurs, Zelensky parle de pourparler avec Poutine. Mais est-ce qu'il en a déjà la permission de l'OTAN? Jusqu'à présent, il n'avait pas le droit de directement s'adresser à la Russie. Donc, Zelensky n'a pas le droit de directement parler à Poutine, mais tout le temps, il est là, il fait des déclarations sur les médias sociaux expliquant qu'il demande des pourparlers, il demande une entrevue, il demande des négociations. On doit donc se poser la question de pourquoi est-ce qu'il le fait? Et c'est une question qui touche à la stratégie géopolitique, diplomatique et médiatique. Les limites de Zelensky sont très insidieuses. Le principe, il est simple. Zelensky n'a pas le droit constitutionnel ou politique de négocier directement avec la Russie, surtout depuis le décret interdisant les négociations tant que Poutine est au pouvoir en Russie. La première chose à comprendre, c'est que c'est un outil de communication internationale. Zelensky ne parle pas de la Russie, il parle de l'Occident. Quand il évoque publiquement des pourparlers, ce n'est pas pour lancer de vraies négociations avec Moscou, mais simplement pour se montrer comme étant la partie raisonnable. Vu qu'il sait que de toute façon, quand il va faire de grands discours comme ça va passer à la télé, ça va passer dans les médias. Vous allez faire des débats où on va dire, mais Zelensky a dit là-bas qu'il voulait les pourparlers, Poutine a refusé, sachant très bien que dans tous ces arguments, vous n'aurez pas forcément pensé
penser au fait qu'il y a des décrets, il y a des blocus constitutionnels qui empêchent Zelensky de parler à Poutine. Vous n'allez pas penser à ça dans vos arguments. Ou alors, vous allez dire que oui, mais ce n'est pas clairement dit. C'est clairement dit, il y a plusieurs diplomates ou hauts dignitaires russes qui en parlent, mais vous allez faire fi de cet argument-là. Donc, il veut se montrer comme étant la partie raisonnable. Il veut démontrer à ses alliés aussi, les États-Unis, l'Europe, l'OTAN, que l'Ukraine est ouverte à la paix, mais que la Russie refuse. Il veut montrer au monde entier, à l'opinion publique, que regardez, moi je suis Zelensky, un gars bien, je veux la paix, mais regardez ce méchant Poutine qui refuse. Ça permet de garder le soutien militaire et diplomatique de ses alliés en justifiant la poursuite du conflit par l'ingérence russe. Ça permet aussi d'avoir le soutien populaire, le soutien de l'opinion publique quant au fait que bon, objectivement là, Poutine veut continuer cette guerre et c'est une guerre de survie, donc on va continuer de payer plus d'impôts pour pouvoir aider ce pauvre peuple ukrainien à s'en sortir face à la méchante Russie. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de géopolitique, d'histoire et on jette un regard de notre point de vue sur le monde. Vous savez que ce genre de sujet est shadowban. On refuse que les gens se cultivent. Donc, abonnez-vous et laissez un like. On doit former un bloc de résistance contre le système. Vous pouvez aussi regarder nos autres chaînes YouTube. Le Jeune Initié, où on parle de culture et de spiritualité africaine. L'écoute du monde, dédié à des analyses plus courtes. Et sur Yvon Prime, on parle de football en règle générale. D'autres chaînes arrivent pour en apprendre plus sur le numérique, la psychologie et même du divertissement en dessin animé. C'est pour très bientôt, je vous tiendrai informé. Revenons au sujet. En deux, il y a le contrôle de l'opinion publique, cette fois-là pas externe mais interne, l'opinion publique ukrainienne. Zelensky est très conscient, lui et son gouvernement, de l'épuisement croissant de la population ukrainienne parce qu'ils sont fatigués par une guerre longue, coûteuse, inutile. Manifestation secouent plusieurs villes ukrainiennes, y compris la capitale Kiev, contre le régime de Zelensky. Le ras-le-bol est total. Les Ukrainiens sont à bout, écœurés par sa gestion chaotique, écœurés par une corruption qui gangrène le pays, écœurés par une dictature déguisée en démocratie, par une censure étouffante et des lois écrites sur mesure pour protéger Zelensky et sa clique pendant qu'ils pillent le pays et s'enrichissent depuis des années. Et pendant ce temps, au Burkina Faso, on accusait le président Ibrahim Traoré de piller les ressources sans jamais qu'une seule manifestation populaire n'éclate contre lui. Au Burkina Faso, aucune révolte, aucun soulèvement. Mais en Ukraine, malgré la répression, malgré les rafles, malgré les arrestations forcées pour envoyer des hommes et des femmes au front, le peuple, lui, ose dire non. Il ose descendre dans la rue. Il ose défier le pouvoir. Mais voilà ce que vous ne verrez jamais sur BFM SCI. Aucune image, aucun direct, aucun reportage en boucle, ça ne les intéresse pas, silence total. Car montrer ces manifestations, ce serait briser le storytelling occidental, celui du grand héros Zelensky, du peuple ukrainien derrière Zelensky. Ce serait dévoiler l'imposture, le mensonge, la propagande. Alors on enterre les images, on éteint les projecteurs, parce que la vérité dérange. Et l'Union européenne se dit profondément préoccupée par le recul de l'Ukraine dans la lutte anticorruption. Pourtant, l'Union européenne arrose l'Ukraine de milliards d'euros et de dollars sans aucun contrôle sérieux. Ce système mafieux était connu bien avant le conflit russo-ukrainien. Les Ukrainiens ne veulent pas de cette guerre contre la Russie. Ils en sont les premières victimes, pas les instigateurs. Mais les médias et les politiciens occidentaux vous font avaler le contraire. Ils ont fabriqué de toutes pièces un narratif mensonger dans lequel tout un peuple serait volontaire alors que tout est faux, tout est fake, ce n'est que de la propagande, du mensonge et de la désinformation. Bienvenue dans la réalité ukrainienne, où les Ukrainiens en ont marre de ce régime. Donc, il cherche à apparaître comme le président qui est prêt au dialogue, qui est ouvert au dialogue. Et c'est comme ça qu'il essaie de maintenir une sorte d'adhésion populaire, tout en évitant d'être perçu comme un va-t-en-guerre qui sacrifie son peuple. C'est donc par cette méthode qu'il va neutraliser l'opposition politique ou alors l'opposition sociale, qui pourrait le taxer d'être un gars obstiné, d'être un gars qui suit, genre on dirait de lui qui fait du suivisme vis-à-vis de l'OTAN. Puisque vous vous doutez que du côté ukrainien, ils ont encore moins l'information qu'en réalité Zelensky n'a pas le droit de discuter avec Poutine. Et cette interdiction vient de ses fameux alliés. En troisième position, et vous l'avez compris, c'est un jeu de propagande contre Moscou. Zelensky sait que la Russie ne va jamais répondre favorablement à ses appels. Jamais. Mais ça lui permet de dépeindre une figure de Poutine comme étant un dictateur fermé au dialogue, un sanguinaire qui veut poursuivre les massacres, et ce sera grandement relayé dans les médias. Globalement, vous devez comprendre ça comme étant un jeu de narration. Nous, on veut la paix, mais lui, il veut la guerre. Ce qui renforce la légitimité morale du gouvernement ukrainien, surtout dans le récit occidental de l'affaire. Parce que pour les autres gens du monde, pour le sud global,
on sait que c'est un double jeu. On pourra aussi parler du fait que c'est une stratégie pour orienter les négociations futures. Même si Zelensky n'a pas juridiquement le droit de négocier aujourd'hui, il est déjà quelque part en train de préparer le terrain pour l'avenir. En multipliant les appels de pourparlers selon les conditions ukrainiennes, c'est-à-dire intégrité territoriale, retrait des troupes russes, ce qu'il appelle justice internationale et j'en passe, il impose un cadre moral et politique. Il tente ainsi de figer les paramètres d'éventuelles discussions futures, même si elles ne sont pas possibles. Elles ne seront jamais possibles et jamais acceptées par la Russie. Mais il essaye quand même quelque part de mettre ce cadre-là. C'est pour ça que j'ai dit, il tente, il essaye. Ça ne peut même pas marcher parce que la Russie de l'autre côté a plus les nerfs, est beaucoup plus contrariée par l'OTAN et est en train de mener une guerre de survie. Bon, on peut aussi envisager un langage codé en direction des Américains ou de l'administration Trump. Parce que la sortie de cette guerre est en grande partie décidée par l'administration américaine. Et l'administration américaine actuelle est mitigée entre un désir de pousser à la sortie de la guerre et le deep state qui veut maintenir dans ça. Donc, en montrant que quelque part, il est prêt à discuter, Zelensky gagne du temps et cherche à éviter que les États-Unis ne lui imposent une paix au rabais. Même comme à ce niveau, il essaie de draguer le mauvais parti. Ceux qu'il devait draguer, ce sont plutôt les Russes. Pour le moment, tout est bloqué. La Russie, jusqu'ici, a une fin de non-recevoir pour parler. Steve Witkoff avait essayé, il avait même concédé, qui était donc l'émissaire de Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine, il avait à peu près tout concédé ce que pouvait vouloir la Russie et Poutine n'a pas... Absolument faux. Il n'avait pas du tout concédé ce que pouvait vouloir la Russie. S'il avait absolument tout concédé, c'est qu'il n'y aurait plus de guerre. Donc vous pensez que quelqu'un peut éviter la guerre, il va quand même poursuivre la guerre. Admettons que je vous attaque pour une raison précise. Je veux vous voler vos chocolats dans votre frigo. Vous prenez vos chocolats, vous me donnez. Je vous attaque encore, pourquoi? Pourquoi vous faites passer les gens pour des fous? Donc la Russie n'a rien d'autre à faire que de déclencher des guerres. Si les négociations avaient été concédées aux conditions de la Russie, il n'y aurait plus eu la guerre. Et le pire, c'est que ce n'était même pas négocié aux conditions de la Russie. Ils n'ont même pas négocié de paix, en fait, avant même d'aller où que ce soit. Ils n'ont pas négocié de paix. Ils étaient arrivés, ils ont commencé à dire on veut un cessez-le-feu. Cessez-le-feu pourquoi? Soit vous définissez clairement que c'est la paix à mes conditions, soit on continue la guerre. Vous pensez qu'on oublie? Ça ne fait même pas 2 mois. Il n'y avait aucun accord concret, juste un flou, un brouillard, des trucs bizarres. Et c'est même là que le ministre des Affaires étrangères russe avait posé la question, qu'est-ce que vous êtes en train de vous moquer de nous? Que c'est quoi que vous nous proposez là? Il n'y a rien de concret, rien de pertinent. On vous donne nos conditions, vous allez faire vos jeux d'enfumage et vous venez nous présenter quoi comme ça? Il n'y avait aucune matière. Ils n'ont pas proposé de paix, ils ont proposé un cessez-le-feu. La Russie a fait comprendre que soit on termine, soit on continue. Pas de demi-mesure, pas de moitié, pas de scénario ambigu. Soit c'est complètement terminé à nos conditions, soit on continue. Et si la Russie a continué, c'est parce que ce n'était pas terminé. Ne venez pas mentir. Daigner répondre. Poutine continue de rappeler que ça ne sert à rien des discussions tant qu'on ne va pas aux causes profondes réelles du conflit, c'est-à-dire... Voilà, toi-même tu viens de le dire. Mais pourquoi tu as menti tout à l'heure qu'ils avaient concédé aux conditions de la Russie? Puisque tu avoues que Poutine a parlé des causes profondes du conflit. Ça veut dire qu'ils n'ont donc pas tout concédé. L'extension de l'OTAN vers l'Est, donc pour le moment, tout est bloqué. La Russie se sent en position de force. Il y a un quasi-ultimatum de Trump. La Russie ne se sent pas. La Russie est en position de force. Sur des sanctions beaucoup plus dures, mais sous 50 jours. 50 jours, ça fait beaucoup de temps, dans un été où, effectivement, Vladimir Poutine semble vouloir à tout prix grignoter sur le terrain et arriver au moins à prendre le contrôle total des 4 oblasts qu'il revendique. Juste pour savoir, ce qu'ils appellent l'été, ce sont les 3 mois de vacances là, juin, juillet, août. Si c'est le cas, les 50 jours sont largement suffisants pour terminer l'été. Donc Trump n'a rien fait pour empêcher l'intervention de l'été qu'avait prévu la Russie. Et ils avancent à grands pas et ils avancent vite. Dans une récente vidéo, je crois avant-hier ou hier, j'expliquais encore que la Russie au mois de juin, au début de la grande offensive d'été qu'ils avaient dit, ont réussi à prendre 550 km carrés de territoire. Quand les journalistes de plateau télé expliquaient que non, c'est rien, ils n'ont rien fait, il n'y a pas eu d'avancée majeure, 550 km carrés. Et j'expliquais que c'est à peu près la taille de Singapour. Gilles Berman, vous qui avez été dans les coulisses de la diplomatie, est-ce que dans le cadre de ces 50 jours imposés par Donald Trump, il y a cette fenêtre de tir pour Volodymyr Zelensky et c'est pour ça qu'il en parle ce soir? Alors, c'est pas impossible parce que en fait, quand la guerre a commencé en 2022, parallèlement, il y a eu pendant un mois ou deux des négociations. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu une guerre et c'est pas parce qu'elle est particulièrement violente
que ça empêche ces discussions. D'autant plus qu'au départ, c'était Poutine qui avait dit qu'il était possible de faire une 3e session de négociation. On a vu la Turquie, Sylvie Bernen, c'était un peu en attendant Godot. Hein. Non, pourquoi? Il y a eu une délégation en Turquie. Mais Poutine avait dit qu'il s'y rendrait potentiellement. Ah non, il n'a jamais dit ça. Il ne l'a pas dit clairement, mais Dmitry Peskov avait dit que certainement Vladimir Poutine pourrait y aller. Il a proposé des rencontres, à aucun moment il n'a dit qu'il irait. Donc je ne pense pas que ce soit le cas. Là, on n'en sait rien. Peut-être qu'il dira non, mais peut-être qu'il dira oui aussi. Ça ne veut pas dire que ça changera beaucoup de choses, mais je pense que les pourparlers bilatéraux ne sont pas du tout impossibles. Maintenant, ce que Poutine a dit à Trump, c'est que effectivement, il n'était pas prêt à un cessez-le-feu, il n'était pas prêt. Il lui a peut-être demandé 50 jours. Je ne sais pas d'où on sort ces 50 jours, qui sont quand même un cadeau qui lui a été fait. Mais là, c'est de nature différente parce que ce que dit Poutine aussi, ce qu'il veut, c'est pas un cessez-le-feu, c'est des éléments d'un accord de paix. Et les négociations portent là-dessus. Donc peut-être que ça n'aura pas lieu, mais je ne l'exclus pas. Au moins dans son argumentaire, elle a soulevé le point que je disais. La Russie veut un accord de paix, pas un cessez-le-feu. Et quand je dis accord de paix, vous devez entendre accord de reddition de l'Ukraine. Parce que tant que l'Ukraine ne sera pas dénazifiée, ils vont continuer. Nathalie Schrin, la voix ukrainienne sur ce plateau. Oui, moi j'ai du mal à croire évidemment tout ce que dit Poutine et là en l'occurrence c'est Volodymyr Zelensky qui le met sur la table. Oui, je pense que quand on défend l'impérialisme, on mélange tout. On n'a jamais des arguments cohérents. Gardez ça à l'esprit à chaque fois que vous allez entendre, même dans la rue, même ailleurs, même au travail, quelqu'un défendre l'impérialisme. Vous verrez qu'il n'a jamais d'arguments cohérents. Il faut montrer quand même sa bonne volonté, quoi. On est là à montrer que oui, c'est nous qui voulons la paix. C'est la Russie qui fait la guerre et c'est nous qui voulons la paix. Oui, vous voulez tellement la paix que vous voulez entrer dans l'OTAN. L'OTAN qui va porter des missiles déposés aux portes de la Russie. Mais vous voulez la paix. Vous voulez la paix, mais vous n'avez pas hésité à augmenter, à aggraver les tensions, les provocations jusqu'au point où la Russie fasse une rupture d'anévrisme et dise que, à la base, c'est nous les nerveux. Vous voulez tellement la paix que avant de parler de négociations, avant d'évoquer des pourparlers, vous frappez la Russie. Vous êtes tellement amoureux de la paix d'ailleurs que vous continuez le financement des armes. Vraiment, votre paix, elle est pacifique. Et la paix pourrait tout de suite signer si la Russie retournait dans ses frontières et arrêtait de bombarder l'Ukraine qui, je le rappelle, est bombardée tous les soirs, toutes les nuits, la journée aussi. Mais moi, je me suis réveillée ce matin comme vous, là, avec des bombardements sur Odessa. Mon cousin qui m'a envoyé une photo de son fils avec son petit-fils dans les bras, dans le couloir. Et j'ai une vidéo où on entend les Shahed qui bombardent l'Ukraine. Et ça, pour l'instant, c'est pour parler, c'est bien joli, mais quand ça va arriver, évidemment, on fait un cadeau de 50 jours à Poutine et en attendant, ce sont des Ukrainiens, des civils qui meurent. Ce ne sont pas des objectifs militaires, je le rappelle, c'est encore des civils. Quelques commentaires. Il y a quelqu'un qui dit « Seuls ceux qui n'ont jamais connu la guerre en parlent avec sourire. Il faut envoyer ces courageux journalistes sur le front. » Ah, c'est nouveau ça. Je croyais qu'il n'avait pas le droit, vu qu'il a fait voter une loi pour interdire cela. Et c'est ce que je disais. Le commentaire souligne simplement que Zelensky n'a pas le droit de discuter avec Poutine parce qu'il y a une loi à voter pour cela. Ces gens ne comprennent toujours pas que le monde ne tourne pas autour d'eux. Un autre revient encore dessus. Je pensais que Zelensky avait voté une loi qui interdise toute négociation avec Poutine. Ils ont refusé les négociations en 2022 pour venir pleurer aujourd'hui. La désillusion commence. Mais Zelensky, il ne veut plus gagner sur le champ de bataille. C'est lui qui avait refusé de négocier, disant qu'il veut gagner sur le champ de bataille et que pour lui négocier, c'est caduc. Et c'est pour ça que je reviens à ce que j'expliquais. Cette manière de demander des pourparlers là, c'est le faux. C'est le fake à tous les niveaux. Et une personne revient sur des faits historiques intéressants. D'abord, ils ont livré des armes à Kadhafi. Ensuite, ils l'ont assassiné. D'abord, ils ont livré des armes à Ben Laden. Ensuite, ils l'ont assassiné. D'abord, ils ont livré des armes à Saddam Hussein. Ensuite, ils l'ont assassiné. Et Zelensky, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Les gens n'apprennent pas les leçons sur l'impérialisme. L'impérialisme, ses amis, ses alliés. Allez consulter l'histoire et demander aux alliés des impérialistes comment ils ont fini. Et ça, c'est mon problème.
Alors c'est 50 jours, mais il faut quand même bien que les téléspectateurs comprennent que le renseignement américain continue à parvenir pendant ces 50 jours aux Ukrainiens, et les armes aussi, des livraisons d'armes qui continuent, passer la frontière de la Pologne et l'Ukraine, des armes américaines. C'est au bout de 50 jours, pardon ? Il n'y a pas eu de nouveau budget sous Trump. Il n'y a pas eu de nouveau budget, mais il y en a tellement déjà à faire passer, puisqu'il y a eu quand même 60 milliards qui avaient été votés en avril 2024 par le Congrès. Donc ça fait beaucoup d'armes quand même à passer. Et par ailleurs, c'est 50 jours, mais après ces 50 jours, Trump a dit qu'il allait prendre des sanctions très dures, des sanctions secondaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'Inde ou la Chine continuent à acheter du pétrole russe, ils n'auront plus, ni l'Inde ni la Chine, accès à la zone dollar. Alors la Chine peut-être dire moi je m'en moque, peut-être, elle a peut-être ces capacités-là. L'Inde, moins, parce que l'Inde a un programme de coopération technique, économique sur le nucléaire. Ils veulent faire comme nous des centrales de production d'électricité nucléaire. Ils ont un accord avec les Américains, et évidemment des sanctions contre l'Inde mettraient à mal cet accord, et Modi est par ailleurs un ami personnel de Trump. Ce sera donc l'occasion pour l'Inde de revoir cet accord et de se rendre compte qu'ils font affaire à des gens qui n'auront aucune hésitation à les trahir, peu importe le moment. Point à la ligne. Et si on doit parler maintenant de capacité technologique brute, il n'y a pas grand-chose que peuvent faire les États-Unis que ne peuvent pas faire la Chine. Ils peuvent avoir ce genre d'accord avec la Chine. Voilà. Parce que si sous prétexte qu'on a un accord, toi tu peux te permettre de me sanctionner et que moi je n'ai pas mon mot à dire parce que j'ai des accords avec d'autres, ce que c'est toi la personne toxique de la relation. Point à la ligne. Et lui il parle d'amis. La géopolitique n'a pas d'amis. C'est vous qui passez le temps à le rappeler chaque jour sur les plateaux qu'il est un ami personnel de Trump. Ça veut dire quoi quand on parle des intérêts de plus d'1 milliard d'individus? L'Inde, c'est plus d'1 milliard de personnes. Donc vraiment, faut m'arrêter avec c'est un bon ami. Ce sont des intérêts géopolitiques. Point à la ligne. L'Inde va travailler avec les États-Unis tant que les États-Unis vont servir les intérêts de l'Inde. La Russie va travailler avec l'Inde tant que ce travail-là gère les intérêts des États-Unis. Point à la ligne. Rien de plus, rien de moins. Donc, s'il y a démonstration de velléité de la part des États-Unis, ce sera l'occasion pour l'Inde de dire on n'est pas dedans. Et d'ailleurs, c'est même peu probable. L'Inde est un pilier stratégique contre la Chine. L'Inde fait partie du Quad. États-Unis, Japon, Australie et Inde. C'est une alliance indo-pacifique destinée à contenir la montée en puissance de la Chine. Donc les États-Unis ont besoin de l'Inde comme contrepoids régional en Asie. Une rupture avec New Delhi va affaiblir leur stratégie géopolitique dans cette zone. Et ce sera tant mieux pour la Russie. Ce sera d'ailleurs tant mieux pour tout le monde. Je trouve qu'à ce niveau, l'Inde fait mal ses calculs. Elle devrait sortir de ce genre d'organisation. Ce qui est sûr, c'est que Trump ne peut pas se permettre de pousser l'Inde dans les bras de la Chine ou de la Russie en sanctionnant aussi sévèrement. Point important aussi, l'Inde, c'est une grande puissance autonome. Ce n'est pas un vassal. Contrairement à certains pays qui dépendent plus de l'Occident, l'Inde est une puissance nucléaire souveraine avec une politique étrangère non alignée. Elle n'acceptera pas les injonctions et pratique une diplomatie pragmatique, c'est-à-dire relation avec la Russie, coopération avec l'Occident et neutralité sur la guerre en Ukraine. Et les États-Unis le savent. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils préfèrent négocier que menacer. Parce que l'Inde peut riposter économiquement et diplomatiquement. C'est encore récemment que Apple a décidé de déplacer ses locaux en Inde, non? Réfléchissez. Sans parler du fait que l'Inde est un marché énorme pour les entreprises américaines. Technologie, défense, énergie, agriculture et j'en passe. Et les États-Unis y voient en fait un partenaire économique de long terme, notamment face à la dépendance au marché chinois. Une taxation punitive va donc détruire cette coopération, ce qui va forcément nuire aux intérêts des multinationales américaines en elles-mêmes. Et celles-là vont mettre une pression de fou malade sur l'administration Trump. Je dis une pression, vous imaginez les GAFAM tout entiers mettre la pression sur l'administration. Vous négligez la puissance des milliardaires aux États-Unis. En plus, le business du pétrole entre l'Inde et la Russie, ça arrange les affaires de tout le monde. Puisque l'Inde achète à de bas prix à la Russie. Puis elle revend ça à l'Union européenne et aux États-Unis, non? Et en plus, ils font même une légère transformation parfois avant de livrer. Ça veut dire que c'est magnifique. Ils peuvent vendre ça aussi sur des produits dérivés. Et cette stratégie permet de contenir les prix mondiaux du pétrole. Donc si l'Inde stoppe ses achats, ça va certainement faire grimper les prix mondiaux. Ce qui va pénaliser les consommateurs américains et européens eux-mêmes. Par contre, ça fera très plaisir à la Russie. Vu qu'ils vont gagner, vu que les Russes
Russes vont gagner plus d'argent. Donc, au bout de 50 jours là, il ne sera rien fait à qui que ce soit. Les États-Unis vont volontairement fermer les yeux. Parce que s'ils ne ferment pas les yeux, ils vont aggraver leur propre situation. Sans parler du fait que ça va resserrer les liens entre les BRICS, un lien qui est déjà très soudé. Ça va accélérer le rejet du dollar, qui est déjà grandement rejeté. Et ça va stopper toute coopération militaire en Indo-Pacifique. Donc, comme je ne sais plus qui disait en commentaire, arrêtez de rêver. Il y a la réalité au-delà de vos plateaux télé. Le Premier ministre indien. Donc, si vous aviez, si effectivement Trump fait ce qu'il a annoncé qu'il ferait, c'est-à-dire que si Poutine n'accepte pas l'impact sur l'économie russe, qui est essentiellement pétrolière, pourrait être quand même très fort. Mais certains analystes disent qu'il faut l'ensemble des pays du G7 pour que ça ait un sens, qui se joignent à ces sanctions d'une certaine manière, parce que ce sont les 7 pays les plus industrialisés et qu'il y aurait un réel impact que de cette manière-là, Marc. Oui. D'ailleurs, je voulais relever un truc. Le fait que Trump parle maintenant de sanctionner plutôt les pays qui font le commerce avec la Russie démontre qu'il n'y a plus rien à sanctionner sur la Russie. Il démontre en fait qu'ils ont atteint leur saturation de sanctions sur la Russie en elle-même et que maintenant, le seul moyen de toucher la Russie, c'est de toucher les pays amis. C'est le seul moyen. Donc, même dans leur volonté de vouloir démontrer leur puissance, en fait, ils démontrent leur faiblesse. Parce que quand tu as déjà tout fait sur quelqu'un, que tu te rends compte que tu ne peux plus rien faire sur cette personne et que tu veux te rabattre sur les personnes qui marchent avec cette personne, c'est que ton cas est grave, en fait. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais souligner. Maintenant qu'il continue. Il y a déjà une articulation avec les sanctions, le 18e paquet de sanctions qu'a voté l'Union européenne, qui sont les plus dures. Reste que malgré tout, les sanctions ont un effet limité sur l'économie russe. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'économie russe, grâce à l'injection d'argent public, et cette économie de guerre fonctionne à plein régime. Le problème de la Russie aujourd'hui, c'est de trouver de la main-d'œuvre. Le taux de chômage est à 2,2%. Il n'y a jamais autant d'argent qui a circulé. On est dans ce que l'opposant, économiste opposant qui est aujourd'hui via Los Angeles, Ignatieff, je crois, appelait l'économie de la mort. C'est-à-dire ceux qui signent pour être volontaires pour aller sur le front, parce que c'est pas la mobilisation générale, reçoivent une prime de $15 000, $20 000, ça varie, plus ensuite un salaire mensuel de $2 000. Et quand ils meurent, c'est du 30 000, 40 000 $ qui va à la famille. Parfois, ils ne les reçoivent pas. Hein. Souvent, ils ne les reçoivent pas parce qu'on ne retrouve pas les corps. Non, ne mélangez pas. C'est en Ukraine qu'ils ne reçoivent pas ça. Parce que même quand on ne retrouve pas le corps du côté russe, les familles reçoivent. Et il y a tout le village qui est en vie. Donc il y a aujourd'hui aussi une mutation dans la société russe qui fait que des secteurs qui jusque-là étaient totalement en périphérie, qui sont ceux d'où viennent la plupart des soldats sur le front, type la Bouriatie, type les trous perdus en Sibérie, etc., qui sont inondés d'argent public. Donc on est dans une espèce de situation économique où pour le moment ça tient, ça ne va pas durer très longtemps, il y a des faiblesses structurelles. Ça ne va pas durer très longtemps, comme ça ne devait pas durer très longtemps, comme ça n'aurait jamais dû durer très longtemps. Faut quitter. Sylvie Berman, vous qui connaissez si bien la société russe, vous avez travaillé et voyagé dans toute la Russie. Est-ce que, clairement, ce que dit Marc Semo a du sens? C'est-à-dire que la société continue de vivre d'une certaine manière, même s'il y a des pénuries. Il y a une forme de résilience chez les Russes qui inquiète beaucoup de puissances mondiales. Oui. C'est-à-dire que ces gars partent parfois du principe que là maintenant l'économie russe résiste. Et ils disent que ça va tomber. Si là maintenant ça résiste, ça va tomber à quel moment? Quand ils ne seront plus en guerre. Si pendant la guerre ton économie résiste, ce sera après la guerre que ça ne va pas résister. Il y a très peu de pénuries. Non, il y a effectivement une résilience très forte. Maintenant, à Moscou, Saint-Pétersbourg et peut-être dans d'autres grandes villes, ils ne ressentent absolument pas ça. Mais dans les villes qui ont été citées par Marc Semo, effectivement, il y a maintenant des espaces de richesse avec une augmentation de la consommation grâce effectivement à cette économie de la mort. Alors, il y a des difficultés en Russie et c'est... Vous entendez même les jeux de mots qu'ils utilisent. On te parle d'un pays qui a plein régime, de l'argent qui rentre dans les poches des citoyens, de la consommation qui augmente. Mais ils appellent ça comment? L'économie de la mort. Là, tu te poses la question, mais pourquoi? Pourquoi ils appellent ça l'économie de la mort? Parce qu'ils doivent faire de la propagande. Parce qu'ils doivent trouver une expression négative à accrocher sur le fait que la Russie s'en sorte économiquement. Ils disent que c'est l'économie de la mort. C'est-à-dire, leur économie de la vie en France ne leur permet pas de s'en sortir en temps de paix. Mais l'économie russe qui permet de s'en sortir même en temps de guerre, c'est l'économie de la mort. Et voilà un tas de mots, de concepts qu'ils accrochent pour pouvoir manipuler l'imaginaire public. Parce que quand vous entendez ça, vous n'entendez pas le fait qu'il y a eu l'augmentation du niveau de vie en Russie. Vous entendez le mot accrocheur, le slogan.
l'économie de la mort. Et parce que ça a une connotation négative, forcément, ça entre dans votre compréhension du sujet qu'en Russie, actuellement, ils sont dans une économie de la mort, ce qui veut dire qu'ils vont bientôt mourir. Alors qu'ils ont décrit l'exact opposé de ce que pourrait définir l'économie de la mort. Quand tu entends l'économie de la mort, vraiment, tu te sens un truc que vous n'allez pas vous en sortir. Mais ils utilisent cette expression pour décrire l'exact opposé. C'est-à-dire une économie dans laquelle on s'en sort. Très doué dans la propagande, ces gens. Très très fun dans la propagande. Et maintenant, écoutez toutes leurs interviews, toutes leurs analyses. Je parle des médias en règle générale. Vous entendrez toujours ce genre de concept que l'on accroche à des choses pour pouvoir leur donner un sens négatif, alors que de base, ce n'est pas le cas. On va parler de spiritualité africaine, ils vont dire c'est la sorcellerie, parce qu'il faut vraiment accrocher quelque chose de négatif à ça. On va parler de patriotes à la tête d'État, ils vont dire putschistes. Il faut accrocher quelque chose à la tête de ça. On va parler d'initiative économique, ils vont parler de dictature économique. Il faut accrocher un concept à la tête de ça pour qu'il y ait une connotation publique négative du sujet. Maintenant, en Russie, c'est l'économie de la mort. J'espère que vous vous en sortez avec l'économie de la vie en France et en Occident en règle générale. Reconnue par la gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabiullina. C'est très surprenant qu'elle le dise haut et fort. Oui, c'est tout à fait surprenant, même si elle a toujours été honnête. Mais c'est vrai qu'au Forum économique de Saint-Pétersbourg, il y a 1 mois et demi, il y avait eu des vraies discussions entre experts sur le sujet. Mais pour le moment, ce qui leur manque, effectivement, c'est la main-d'œuvre. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'ils demandent une main-d'œuvre à la Corée du Nord, parce qu'il y a déjà eu des chantiers sur lesquels travaillaient des Nord-Coréens. Mais il y a un autre aspect dans ces sanctions secondaires. D'abord, Trump a renoncé à ce que ce soit 500%, il est passé à 100%. Et même ça, comment vont réagir les Chinois qui ont refusé les premières augmentations de droits de douane lors de son jour de la libération. Et c'est pas lui qui a gagné. Pour le moment, c'est quand même les Chinois. Donc, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Aurélien Duchesne. Oui, d'ailleurs, alors la Chine, par exemple, avait déjà, on avait vu commencer à fermer certains de ses ports à la flotte fantôme, à des navires de la flotte fantôme qui permet à la Russie de contourner une grande partie des sanctions sur les hydrocarbures. Donc, on sait que la simple menace de sanctions secondaires peut avoir un effet aussi bien auprès des Indiens ou des Chinois. C'était notamment les dernières sanctions qui avaient été passées à la fin de la présidence Biden en coopération avec les Japonais et les Britanniques. Et c'est là où les Chinois commençaient à sentir un petit peu le feu. Mais la deuxième chose, si on en revient aussi tout simplement à cette économie de guerre, c'est que comme le soulignait encore quelqu'un dans le magazine de Bloomberg récemment, c'est qu'aujourd'hui, notamment le fonds souverain sur lequel les Russes se basent pour financer leur effort de guerre, si jamais le prix des hydrocarbures devait trop baisser ou si jamais les sanctions devaient faire leurs effets, ce fonds souverain il peut tenir 1 à 2 ans au rythme actuel, notamment parce que les Russes manquent de devises étrangères. La réalité, c'est qu'on arrive à un moment où même si l'économie de guerre russe tient encore à un horizon de 2 ou 3 ans, les ressources financières commencent à manquer. Et c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, ce sont les Chinois qui ont juré de soutenir la Russie, qui ont été tellement sous pression, qui ont eu peur des États-Unis et qui ont décidé de stopper les navires fantômes. Peut-être parce que ce n'étaient plus des navires fantômes, mais des navires officiels, peut-être. Un pays qui partage une frontière, donc ils ont 1001 moyens de faire transiter du pétrole entre les deux zones. Bien sûr, on ne doit pas l'envisager. Maintenant, toujours avec la même rengaine de l'économie qui est à 2 doigts de s'effondrer, c'est à 6 mois, c'est à 2 ans, c'est à 3 ans, c'est même là. C'est toujours à côté sans jamais arriver. C'est-à-dire, votre affaire là, c'est l'infini renforcé. Toujours à 2 doigts, mais ça ne rattrape jamais. L'économie russe, c'est le paradoxe d'Achille et de la tortue. C'est-à-dire, tous les jours, c'est à 2 doigts de s'effondrer, mais ça ne s'effondre pas. C'est là où il y a urgence à aller beaucoup plus loin sur les sanctions. Simplement 2 ou 3 ans de poursuite de la guerre. Pour les Ukrainiens, nous, on n'a pas les moyens de ça. Non, nous, on n'a pas les moyens. Et puis pour les Ukrainiens, c'est terrible. Ouais. Stratégiquement, je crois qu'en fait, il a raison, Zelensky, de proposer des pourparlers, parce que dans cette période des 50 jours, mais justement, il envoie un message aux Américains. Regardez, je suis celui je suis du côté de la paix. Moi, j'ai déjà accepté, d'ailleurs, il y a 3 mois, j'ai accepté le principe d'un cessez-le-feu de 30 jours. C'est les Russes qui l'ont refusé. Parce que les Russes ne sont pas là pour un cessez-le-feu. Ils sont là pour un accord de paix définitif. Moi, je propose à nouveau les pourparlers. Et en fait, Trump, c'est la seule chose dont il rêve. Parce que ce dont il rêve vraiment, c'est de faire la paix entre la Russie et l'Ukraine, précisément pour avoir le prix Nobel de la paix, parce que il en veut beaucoup à Obama, c'était dit lors de cette émission. Il veut prendre sa revanche sur Obama, qui s'était moqué de lui, etc. Et il trouve qu'Obama a eu
le prix Nobel sans vraiment le mériter. Là-dessus, Trump n'a pas totalement tort, d'ailleurs. Et donc, lui, il voudrait vraiment faire la paix et pour ensuite dire, ben voilà, je mérite le prix Nobel de la paix. Et donc là, ça me donne une image de Trump qui est terrible. Mais le pire, c'est que c'est pas impossible. Vous voyez celui qui est jaloux de « ouais, je veux aussi ça, je veux aussi ça ». Et quand vous regardez un Trump, il a cette air-là, il a cette apparence-là. Dire « je veux aussi ça, je veux aussi ça ». Mais pourquoi il a, moi je l'ai pas. Et je suis en train de visualiser ce truc, ça me met au sol littéralement. Je veux le prix Nobel de la paix. Mais pourquoi lui il a eu et moi je l'ai pas eu? C'est injuste. Ouais, je veux aussi. Et il se met à pleurer. Ouais, regardez, vous imaginez que Trump est allé jusqu'à faire en sorte que l'on demande au président africain s'il mérite le prix Nobel de la paix. Vous imaginez à quel point il est en train de vouloir grappiller le soutien à gauche, à droite. Terrible, terrible. Je pense que Zelensky a bien joué. C'est pas du tout sûr que Poutine va accepter, parce que Poutine, son rêve, ou son jugement, il estime, Poutine, qu'en fait, l'Ukraine va s'effondrer prochainement. Il fait une guerre d'usure. Il dit, on est 140 millions, ils sont 30 millions, parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont partis d'Ukraine. Et bien finalement, on va bien finir par gagner. Et tu le sais par grande certitude, parce que bien évidemment, tu causes avec Poutine chaque soir. Et il te l'a dit en personne, n'est-ce pas? Good game. Que faut-il faire quand la Russie refuse la voie de la diplomatie et dit que l'Ukraine est une menace existentielle, des frappes tous les jours? Pas l'Ukraine, l'OTAN est une menace existentielle. Si l'Ukraine était une menace existentielle, il n'allait pas être en train de littéralement écraser l'Ukraine. Et c'est elle qui le disait déjà, des frappes tous les jours et consorts. Donc non, l'Ukraine n'est pas la menace existentielle. C'est l'OTAN qui veut se greffer à l'Ukraine, qui elle est une menace existentielle. Des morts tous les jours, regardez ces images. Donc, après les plus de 350 drones que l'Ukraine a envoyés à la Russie a répondu la nuit d'après, juste après, et voilà les images qu'il montre maintenant. Si seulement Zelensky était sincère dans sa plaidoirie comme quoi il veut faire la paix, ça aurait causé beaucoup moins de dégâts. Bref, ils vont passer à un autre sujet. C'est le temps pour nous de nous arrêter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de partager. Là, on est en train de combattre contre l'algorithme. Vous n'imaginez pas à quel point un partage peut faire toute la différence. Donc, n'oubliez pas de partager et on se retrouve une prochaine fois.